est-ce compliqué pour tous les micro-partis politiques dits souverainistes de faire alliance pour enfin avoir un poids et peser et peut-être gagner de nombreuses élections, car je pense que l'union peut aussi faire la force, car nous avons tous le même objectif de retrouver une France saine. Merci. Alors, c'est une question qui m'est très souvent posée. Vous imaginez, d'abord, je vous ferai remarquer que ça n'est pas réservé au milieu souverainiste. C'est, comme disait De Gaulle, le génie français de la division. Regardez ce qui se passe ailleurs. Regardez ce qui se passe dans les autres partis politiques, les autres formations. La NUPES a volé en éclats. LFI est au bord de l'explosion. Le Parti socialiste a volé en éclats. Le Rassemblement national, en ce moment, il est prêt de s'exploser. Bon, comme il a des sondages flatteurs, le MoDem, maintenant, est prêt à voler en éclats, enfin, etc. Donc, voilà, la parcellisation des partis politiques est une chose assez connue. Deuxièmement, il y a quelque chose qui est très important, je crois, de comprendre. C'est qu'il y a un sujet plus important, plus grave encore que celui que vous évoquez, c'est la montée continuelle de l'abstention. Or, la montée de l'abstention, on peut attendre 50%. D'ailleurs, au passage, les gens qui vont s'abstenir aux élections européennes, là, au motif que de toute façon, ils en ont ras-le-bol de tout et qu'ils veulent plus aller voter, en fait, ils servent le système qu'ils croient combattre. Parce que ne pas aller voter, c'est servir le système. Ce qui ne servirait pas le système, c'est de prendre son courage à deux mains, d'aller au bureau de vote et de glisser un bulletin UPR. Ça, là, oui. Parce que si demain, si le 9 juin au soir, il y avait 25% de vote pour l'UPR, là, le système, il explose dans la soirée. Il explose dans la soirée. Honnêtement. Donc, les gens qui vont s'abstenir portent une extrêmement lourde responsabilité dans la situation. J'en profite ici pour lancer un appel aux abstentionnistes, à la fois par l'intermédiaire de notre vidéo, mais autour de vous, essayez de convaincre les gens. Mais pourquoi est-ce que les gens s'abstiennent-ils ? Les gens, ils s'abstiennent pour une raison particulière, c'est qu'ils en ont ras-le-bol des politiciens qui ne tiennent pas leurs promesses. C'est aussi simple que ça. Les gens, ils veulent avoir un responsable politique qui dit ce qu'il va faire et qui fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Tout le reste est littérature. D'ailleurs, beaucoup de gens sont d'accord avec ce constat. Une fois qu'on a dit ça, j'ai parfois des gens, les mêmes, qui me disent « mais vous devriez faire alliance avec Pierre-Paul Jacques, etc. » La première chose que je dis, mais qu'est-ce qu'il propose ? On va quand même pas faire alliance, alors que j'ai créé un mouvement il y a 17 ans, avec comme ligne fondamentale sortie de l'Union européenne, sortie de l'euro, sortie de l'OTAN. Je suis allé déposer ça moi-même à la préfecture de police de Paris, et tous les gens qui ont adhéré à l'UPR depuis 17 ans l'ont fait sur cette promesse qui, comme je vous l'ai dit, il y a une chose que j'ai horreur dans ma vie, c'est de ne pas tenir mes promesses. Donc les gens qui adhèrent à l'UPR, qui votent UPR, ils savent ce qu'ils auront et ils savent ce qu'ils n'auront pas. Et ce qu'ils auront, c'est que si nous arrivons au pouvoir, nous mènerons à bien la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et ce qu'ils n'auront pas, c'est des combinations par derrière pour en fait faire le contraire de ce qu'ils pensent. C'est exactement d'ailleurs ce qui est en train de se produire dans un certain nombre de pays. J'ai cité l'exemple de Madame Meloni qui s'était fait élire avec des propositions extraordinaires, mais quand on entrait dans le vif du sujet, j'étais allé voir que son programme, elle avait fait alliance avec la Lega de Salvini et avec la coalition de l'Olivier de Berlusconi, et les premiers trucs qu'il y avait, c'était nous resterons dans l'Union européenne, nous resterons dans l'euro, nous resterons dans l'OTAN, nous soutenons l'Ukraine, etc. Voilà. Alors une fois que j'ai dit ça, vous avez déjà une réponse à votre question. Si demain je disais que je vais faire alliance avec le Rassemblement national, qui dit qu'il faut surtout pas sortir de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, et s'aligner derrière l'Ukraine, mais qui serais-je ? J'aurais d'ailleurs aussitôt une écrasante majorité de nos adhérents qui me renverraient leurs cartes, et ils auraient raison. Ils auraient raison. Parce que la vérité, c'est que Madame Le Pen ou M. Bardella, c'est Attal, en fait. Il n'y a aucune différence.
Les Français, on leur fait croire que c'est très différent. Il n'y a aucune différence. Les Italiens sont en train de comprendre que Madame Meloni, c'est exactement pareil que Mario Draghi. On leur avait présenté comme si c'était des poles apart, comme disent les anglo-saxons, à des années-lumière, enfin, non, c'est pas aux antipodes, c'est la même chose. Et notez bien ce que je dis aujourd'hui, Bardella, c'est la même chose qu'Attal. D'ailleurs, ils se sont rencontrés, tout va très bien. Ils ont exactement le même programme, en fait. Donc, d'ailleurs, je me permets aussi d'insister au passage sur le fait que je ne suis pas un potentat. Je suis le président fondateur de l'UPR. Les gens m'écoutent. Mais nous avons un bureau politique où les gens votent. Et lorsqu'il nous est arrivé d'avoir quelquefois des propositions, c'était voté par le bureau politique de l'UPR. Donc si demain je disais qu'on allait faire alliance avec Madame Le Pen ou avec Monsieur Bardella, etc., ou avec Madame Marion Maréchal, les gens, nos électeurs pourraient légitimement se dire « j'ai été trompé ». Voilà. Donc, il y a un discours extraordinairement pernicieux qui consiste à dire « oui, mais quand même, il faut se regrouper entre patriotes ». Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un patriote. Vous savez, il y avait des affiches sous l'occupation avec marqué où il y avait la tête de Pétain, il y avait marqué « êtes-vous plus français que lui ?» Si vous demandez à Macron s'il est patriote, il vous dirait bien sûr que je suis patriote. Il est d'ailleurs pour une souveraineté, il se prétend souverainiste, souveraineté européenne. Il joue sur les mots. Mais moi, je ne joue pas sur les mots. Nous ne jouons pas sur les mots, nous prenons les Français pour des gens intelligents, en tout cas des gens dont on doit respecter l'intelligence. Alors vous allez me dire, il y en a d'autres. Vous parliez peut-être des micro-partis. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que le qualificatif de micro-parti s'applique à l'UPR, dont je rappelle que je suis le responsable politique français qui fait le plus de millions de vues sur Internet. Parce que si nous, on est un micro-parti, alors qu'il y a 120 000 personnes qui, à un moment ou à un autre, depuis la création de l'UPR, ont été adhérents ou donateurs de l'UPR, bon, ça va, ça vient, il y a des gens qui s'en vont, des gens qui reviennent. Lorsqu'il y a des élections, le nombre remonte, etc. C'est la vie des partis politiques. Bon, je pense que si je comparais à la quasi-totalité des partis politiques français, on est très supérieur à la quasi-totalité des partis politiques français. On l'avait vu d'ailleurs, il y a actuellement quelque chose comme 450 partis politiques en France, c'est incroyable. Vous trouvez la liste sur la Commission nationale des comptes de campagne, et on avait vu au moment en 2017, on était, je crois, en termes de volume de cotisations obtenues par des adhérents et des donateurs, on était le 6e parti de France. Donc moi, le coup du parti micro-parti, je n'y crois pas trop. Alors vous allez me parler peut-être, évidemment, des personnalités bien connues, qui essaient de se pousser du col. Bon, je pense notamment à Monsieur Dupont-Aignan. Alors j'ai vu que Monsieur Dupont-Aignan, il a fait encore des déclarations ces jours-ci, où il a dit qu'il voulait rassembler les souverainistes, bien entendu. Il a dit ça alors même qu'il vient de se séparer de Philippot. Il devait faire liste commune, si j'ai bien compris. Il a dit non. Donc il s'en va et après il donne des leçons de rassemblement. Bon, moi ça ne nous concerne pas. Et je vois que Monsieur Dupont-Aignan, il a inventé un nouveau truc. Il est pour le Bruxit. Vous avez vu ça? Bon. Moi, ça me fait penser au bruxisme. Vous savez, c'est une maladie nerveuse, c'est quand vous grincez les dents. Ça s'appelle le bruxisme. Bon. En fait, il n'est pas pour le bruxisme. Il n'est pas non plus pour transformer les Français en abruxit. Il est pour le Bruxit. Mais le Bruxit, en fait, c'est même pas lui qui l'a inventé. Il a pompé ça. C'est une invention sémantique de Charles Gave, qui a inventé ça en 2019. Lequel Charles Gave l'avait d'ailleurs repris de Dupont-Aignan, qui consiste à dire qu'il veut supprimer la Commission européenne. Voilà. C'est une idée que M. Dupont-Aignan, j'ai fait des recherches, il l'avait déjà sorti en 2014, il l'a sorti en 2019, il le ressort en 2024. Tous les 5 ans, à chaque élection européenne, depuis maintenant 15 à 20 ans, M. Dupont-Aignan dit qu'il veut supprimer la Commission européenne. Bon. Alors moi, vraiment, c'est très important ce que j'ai à dire ici. C'est que, moi, j'ai horreur de prendre les Français pour des cons. Voilà. Monsieur Dupont-Aignan, je pèse mes mots, prend les Français pour des cons. Parce que toutes les propositions que moi ou nous faisons sont des propositions dont la réalisation ne dépend que des Français. Quand on dit qu'on va sortir de l'Union européenne, ça ne dépend que des Français. Il suffit de mettre en œuvre l'article 50, d'appliquer l'article 50 du traité de l'Union européenne,
Et on en sort, même si ça plaît ou plaît pas, dans des conditions plus ou moins bien négociées, mais on en sort. C'est ce qui s'est passé avec les Britanniques. Lorsque les Britanniques ont voté pour le Brexit, eh bien, ils en sont sortis. Ça n'a dépendu que d'eux. Même s'il y a eu des pots de bananes qui ont été mis, ça n'a dépendu que d'eux. Soit dit en passant, la question ne m'a pas été posée, mais on aura l'occasion dans les semaines qui viennent. Le bilan du Brexit n'est pas du tout la catastrophe que l'on annonce dans les médias français. C'est une honte, encore une fois, de dire ça. Tous les éléments macroéconomiques sont meilleurs au Royaume-Uni qu'en France. Et nous, on y a toute une campagne en ce moment pour dire le catastrophe du Brexit. C'est incroyable. Ils ont moitié moins de chômage que nous. Ils ont une croissance très supérieure. Ils ont des déficits inférieurs. C'est incroyable. Tout ça est fondé sur des sondages, un sondage fait par un organisme qui s'appelle Opinium, dont le directeur général est un Américain qui travaille à Harry Truman School of Government dans le Missouri. Mais enfin, de qui se moque-t-on? Voilà. On fonde ça. Maintenant, on est dans une presse française qui juge des résultats du Brexit non pas sur les données macroéconomiques, la croissance, etc., mais sur un sondage bidouillé par les Américains. C'est incroyable. Je referme la parenthèse. Monsieur Dupont-Aignan, quand il dit qu'il veut supprimer la Commission européenne, mais il n'en a pas le pouvoir. Il faudrait, pour ça, qu'il convainque les 26 autres États, les 26 autres gouvernements, d'une part, les 26 autres parlements, d'autre part, pour la ratification d'un nouveau traité, c'est-à-dire 52 gouvernements et parlements, du bien fondé de supprimer la Commission de Bruxelles. Alors déjà, je peux lui dire que les Belges diront non, parce que c'est ce qui fait leur pouvoir. Bon, alors déjà, c'est terminé. Et puis, par ailleurs, il y aura d'autres pays qui diront non, pas du tout, la Commission européenne. Tous les pays bénéficiaires nets diront, non, heureusement que la Commission européenne est là pour nous donner de l'argent. Enfin, il faut quand même que les gens se ressaisissent. Je suis désolé, c'est de l'escroquerie politique de dire ce que dit Dupont-Aignan. Voilà. C'est de dire, c'est comme si moi je vous disais, votez pour moi, vous allez gagner au loto la semaine prochaine. Mais ça ne dépend pas de moi, vous comprenez ça? Ça ne dépend pas de moi. Nous proposons un programme qui ne dépend que de nous. Et d'ailleurs, dans le même lot, je mettrai pas seulement Dupont-Aignan, mais je mettrai tous les autres candidats qui vont tous, comme à l'accoutumée, proposer leur propre projet, une autre Europe, une Europe plus sociale, une Europe plus verte, plus écolo, plus souveraine, défendre notre identité nationale et ci et ça. Tous vont vouloir vous proposer un projet de notre Europe, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ne sont même pas capables de convaincre une majorité des Français sur leur propre programme, et que pour que ce programme puisse se concrétiser, il faudrait qu'ils convainquent il faudrait qu'ils convainquent 52 gouvernements et parlements étrangers. Alors effectivement, nous n'avons rien à faire avec ça. Voilà. Parce qu'on préfère être seul que mal accompagné. Parce que je n'ai aucune envie de faire alliance avec M. Dupont-Aignan, qui d'ailleurs est réputé dans le petit landerneau politique pour changer de ligne politique à peu près 2 fois par jour. Et donc nous n'avons pas du tout à avoir à faire avec ça. Encore une fois, les événements sont trop graves pour que l'on puisse jouer avec la vie des Français. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose aussi. Ça sera le dernier point. Je l'ai dit tout à l'heure, depuis que je suis petit, moi, il y avait des choses que je comprenais pas. Un jour, je me suis dit, dans ma petite tête, je me suis dit, en fait, c'est pas parce que je suis bête, c'est parce qu'on m'a pas bien expliqué. En fait, si je comprends pas quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre qu'on me cache. Dupont-Aignan, je le connais, on se tutoie, ça fait 25 ans que je le connais. Ça fait 25 ans qu'il raconte ses salades. Il sait parfaitement que ce qu'il dit, c'est de la merde. Et il le fait quand même. Alors la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il le fait quand même. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Quel jeu joue-t-il? Quel jeu joue-t-il de la même façon? Enfin, quel jeu joue-t-il, plus exactement? Quel jeu joue-t-il que de faire ça? De la même façon que je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait qu'avant chaque élection européenne, on voit éclore comme des champignons après la pluie des candidats miracles qui n'existent que quelque temps avant pour faire de l'ombre à l'UPR. On l'avait vu en 2019 lorsqu'il y avait eu d'un seul la candidature de Francis Lalanne. Francis Lalanne, je le connais un petit peu, c'est un homme sympathique, il n'a pas un fifrelin. Il a sorti 850 000 € pour faire sa campagne.
Il a été financé par le Governatory, lequel avait une autre liste par ailleurs. Et quand j'avais été invité par les médias, on me mettait à côté de Francis Lalanne, lequel il prétendait être le candidat des Gilets jaunes. Il nous a piqué 0,6. Et là, on voit quoi en ce moment apparaître dans le Landerneau? On voit apparaître de nouveau des candidats qui se proposent comme ça, qui reprennent 90, 95% de nos analyses. Je suis désolé, ça fait 17 ans que j'ai fait les analyses. Je prétends, et j'attends que quelqu'un m'apporte la contradiction, je prétends avoir apporté plus de 90 à 95% de l'appareil analytique et critique sur la construction européenne dans ce pays. Et les autres me piquent ça, se l'approprient, et après essayent d'être candidats à notre place. Vous savez à quoi ça fait penser? Ça fait penser exactement à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Américains, ils avaient compris que De Gaulle, c'était quelqu'un qu'ils ne pourraient pas acheter, sur lequel ils ne pourraient pas avoir prise. Donc le résultat des courses, c'est quoi? C'est que ils ont essayé tout le temps de mettre dans les pattes de Gaulle des concurrents. Il y a eu, lorsque il y a l'opération Torche en 1943, en novembre 43, lorsqu'Eisenhower est arrivé à Alger, il a fait alliance avec l'amiral Darlan, qui était le poulain de Pétain et d'un seul coup faisait alliance. Les Américains préféraient Darlan à De Gaulle. Darlan a été ensuite zigouillé, mais il a été assassiné par il y avait des communistes, des jeunes communistes qui avaient tiré à la courte paille 3 semaines après. Qu'ont fait les Américains? Ils sont allés chercher un autre général pétainiste, le général Giraud, pour le foutre dans les pattes de Gaulle. C'est notamment l'entrevue lisez les mémoires de guerre. Pendant la Quatrième République, ils ont sorti, les Américains, un mec qui s'appelait Barachin, dont tout le monde a oublié qui c'était, et qui était le candidat qui était opposé à De Gaulle. En 1965, pourquoi De Gaulle a-t-il été mis en ballottage? Parce que les Américains étaient derrière en poussant Jean Le Canuet, avec la première fois qu'il y avait en France une campagne présidentielle. Il y a toujours des intérêts derrière qui sont là pour essayer de pulvériser l'offre politique pour ne pas pouvoir faire émerger la force qui vraiment s'opposerait à eux. Et je voudrais attirer votre attention là-dessus. J'ai fait des vidéos qui n'ont pas plu. C'est vrai. Mais je m'en fiche, c'est la vérité. Des vidéos sur une réunion publique qui s'est tenue à Paris, qui avait la Worldwide Freedom Initiative, pour l'union des droites, sous la houlette de rien moins que le président, de la Chambre des représentants américaine, et la présidente et la gouverneure de l'État du Dakota du Nord ou du Sud, et des Américains, plus un avocat franco-américano-israélien, plus Éric Zemmour qui a fait le discours d'ouverture et le discours de fermeture, sur l'union des droites. J'avais évidemment pas été invité, mais qui est-ce qui s'y est précipité? Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Philippot, Monsieur comment il s'appelle Poisson. Monsieur Poisson, s'ils sont allés. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce qu'on a besoin des Américains pour faire une union des droites? Nous, on veut pas d'union des droites, on n'est pas de droite, on n'est pas de gauche. On a été classé au-dessus du clivage droite-gauche. Qu'est-ce qui se cache derrière? Et le dernier point, le dernier clou dans ce cercueil sur quoi j'attire votre attention, parce que c'est très grave ce qui se passe, parce qu'il y a des forces qui essaient de manipuler les élections. Je vous renvoie aux trackers de fake news, aux fact-checkers. J'ai nommé M. Rudi Reichstadt. Monsieur Rudi Reichstadt qui tient, nous on appelle ça le fichier de la Gestapo. Il a en ligne un truc où il a tous des Français qui n'ont pas l'heure de trouver grâce aux yeux de Monsieur Rudi Reichstadt et de son Conspiracy Watch. Et nous avons découvert que nous sommes parmi les complotistes, nous sommes dans la sphère des anti-américains et des pro-Kremlin. C'est à la limite la sphère la moins infamante. Bon. Mais on a découvert que dans sa complot-serre, allez voir, j'ai fait une vidéo là-dessus. Il a mis TV Liberté, par exemple. Il a mis Radio Courtoisie. Mais, dans la nébuleuse grand remplacement anti-islam, j'ai cherché, il n'a pas mis Zemmour. Dans la nébuleuse anti-Covid, anti-vax, il n'a pas mis Philippot. Dans la nébuleuse, complotiste, je sais plus quoi, etc., il n'a pas mis Dupont-Aignan.
Alors moi, j'ai une question à poser. Pourquoi est-ce que M. Rudi Reichstadt, qui en ce moment est d'ailleurs considéré comme un des interlocuteurs favoris du Sénat, vous avez vu qu'il a été invité au Sénat avec Tristan Mendès France et Julien Pain, cette espèce de trio infernal, ils ont été invités au Sénat pour débattre sur les dérives sectaires. Comme s'ils étaient des responsables dignes de foi, alors qu'en fait, ce sont les chiens de garde du système. Pourquoi est-ce que moi, l'UPR, Asselineau, avec TV Liberté, avec Radio Courtoisie, nous avons été mis dans la sphère des complotistes? Et pourquoi Zemmour, Philippot, Dupont-Aignan, comme par hasard, y ont échappé? Parce que derrière tout ça, vous avez des intérêts venus d'outre-Atlantique qui pilotent cette affaire, et je n'hésite pas à le dire ici. Bravo.